Bonjour à tous, vous écoutez Reportage VIP comme tous les samedis de 13 à 14h sur RVVS 96.2 FM, sur internet au www.rvvs.fr, et on n'oublie pas la page Facebook de la radio. Un petit bonjour à Florent qui est à la régie aujourd'hui. Bonjour à tous, et également le www.vip Radio Online sur la web radio de Reportage VIP. Vous pouvez écouter RVVS, et c'est ça aussi le fameux effet cliqué, comme on dit sur internet, ou le fameux effet levier. On accueille Sarah, c'était la semaine dernière, et Théo également. On les salue déjà dans un premier temps, mais on accueille Sonia et Isabella aujourd'hui pour les projets tutorés avec l'Université de Cergy-Pontoise. Activité bénévole, c'est important de le rappeler, cette radio est uniquement associative, radio libre. Et cette semaine, on va parler de la Mongolie. Voilà, donc bonjour à tous. Nous sommes Sonia et Isabella. Bonjour. Nous sommes étudiantes à Cergy-Pontoise en tourisme et en commerce. Et nous allons aujourd'hui vous présenter la Mongolie. Donc, dans un premier temps, d'un point de vue géographique, donc la Mongolie, c'est un pays d'Asie, situé entre la Russie au nord et la Chine au sud. Sa capitale est d'ailleurs la plus grande ville, est Oulan-Bator, qui est aussi appelée la ville du héros rouge, dont on aura l'occasion de reparler plus en détail plus tard. Par ailleurs, la Mongolie est un très grand pays, puisque son territoire est vraiment immense, près d'1 million de kilomètres carrés, mais il possède très très peu de terres cultivables. Oui, d'ailleurs, le pays est en effet très montagneux et il possède 80% des espaces qui sont en altitude, à plus de 1000 mètres voilà, d'altitude. Exactement. Et puis par ailleurs, c'est vrai qu'au sud, il y a le désert de Gobi qui occupe une grande partie du territoire. Et à l'ouest du pays se trouvent essentiellement des montagnes et des forêts abondantes. Donc le pays est très, très peu aménagé. Par ailleurs, donc près de 30% des 2,8 millions d'habitants, donc ils sont très peu nombreux, sont nomades ou semi-nomades. Et au cours de l'histoire, la Mongolie a été colonisée par beaucoup d'ethnies. Elle a longtemps été partagée entre la République de Chine et la Russie, qui sont donc les deux grandes puissances qui l'entourent. Le pays a été colonisé par les Turcs aussi. Il est turcophone, c'est ce qu'il faut savoir. Voilà, et tout à fait. Et ce qui est surprenant, c'est que malgré son territoire immense, la Mongolie est le pays qui a la plus faible densité de population au monde, avec seulement 1,7 habitants par kilomètre carré, ce qui est vraiment très très peu. Et cette faible densité de population est aussi due au climat, parce que le climat est vraiment très continental là-bas. Et c'est l'un des climats les plus continentaux du globe terrestre. Les températures descendent régulièrement à moins de 40 degrés en hiver et peuvent s'élever à plus de 40 degrés l'été, ce qui est vraiment énorme. D'un point de vue politique maintenant, donc la Mongolie a un exécutif bicéphale avec la tête de l'État qui est dirigée par un président élu et un Premier ministre. Et le Parlement est appelé le Grand Khoural, il comporte 76 sièges. Sans oublier que la Mongolie est aujourd'hui une constitution démocratique, et ce depuis 1992. Alors on va... je t'en prie. Donc maintenant, on va vous parler un peu de la capitale de la Mongolie, qui est Oulan-Bator. Elle est à la fois le centre politique et économique, industriel, scientifique et culturel de la Mongolie. Donc administrativement, elle a le statut unique dans le pays de municipalité, comparable à celui de province. Il faut savoir que la ville, elle s'étire d'est en ouest au fond de la vallée de la rivière Thul, qui s'appelle Thul donc, sur une vingtaine de kilomètres. Elle est située à 1350 mètres d'altitude et est aujourd'hui l'une des villes malheureusement les plus polluées du monde. Oui, puis c'est d'ailleurs une situation qui est qualifiée de très inquiétante par le président de l'État. Ouais, exactement. Donc, il faut savoir que Oulan-Bator compte 1 million d'habitants. Donc, c'est une assez grande ville. Elle regroupe un tiers de la population totale du pays. La ville elle fut créée au XVIIe siècle et resta très longtemps constituée de yourtes. Donc, le yourte qui est l'habitat traditionnel mongol, dont on va vous parler un peu plus tard. La ville offre un aspect très contrasté, entre les tours d'habitation du centre construites sur des modèles soviétiques et les yourtes justement de la périphérie, protégées par des palissades en bois.
entre les voitures japonaises et les vaches et chèvres qui errent dans la rue. Et c'est vrai qu'au sein même de la ville, il existe un autre fossé entre les tenues, puisque certains habitants endossent le costume traditionnel et y côtoient en toute simplicité et très normalement ceux qui sont habillés en tenue parfaitement moderne et plus commune. Exactement. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'urbanisation, avec la construction d'immeubles, date de l'arrivée des Russes en 1930. La ville est aussi la capitale la plus froide de la planète, et oui, à cause de son climat continental, comme Isabella a pu nous le dire tout à l'heure. Donc avec un long hiver froid et un été court et plutôt frais. Elle est desservie par un aéroport international et un réseau routier très sommaire qui la relie aux villes principales du pays, dont les routes sont en réalité dans un état assez médiocre, on va dire. C'est vrai que le pays n'a pas encore les moyens de développer des infrastructures plus occidentales et il n'y a pas de vraies autoroutes en Mongolie. À côté de ça, il y a quand même la gare d'Oulan-Bator qui est desservie par le Transmongolien. Et il y a également le trolleybus qui depuis 1987 est le seul réseau de transport commun en Mongolie. Voilà, il n'y en a qu'un seul. Voilà, exactement. Alors, Oulan-Bator est divisé en 9 districts. Donc, je vais vous citer ces districts avec le... Je ne sais pas si je vais réussir à bien prononcer les noms, mais bon, on va essayer. Donc, alors, les 7 districts sont Baganur, Bakangay, Bayangol, Bayankurk, Shingeltei, Kanul, Nalaïk, Sogrino, Kerkan, j'ai un peu de mal, Sukbatar, et voilà. Et chaque district est divisé en coraux, ce qu'il faut savoir. Donc la capitale, elle est régie par un conseil municipal de 40 membres, élu tous les 4 ans. Le conseil désigne le maire, qui est actuellement Erdenin Bat-Oul. Oulan-Bator est administré séparément comme un district fédéral, distinct de l'Amaïg de Tov qui l'entoure. Donc au cours des dernières années, la croissance économique de la ville était de 5 à 8%, ce qu'il faut savoir. Voilà, et je me permets d'ajouter que depuis 1995, le PIB ainsi que le revenu par habitant est en constante croissance. Exactement, merci Isabella. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'inflation est contrôlée et l'importance du secteur privé a considérablement augmenté, et ceci principalement au sein du secteur informel. Et depuis peu, la ville profite des revenus de l'exploitation des mines de charbon, d'or et de cuivre, situées quelques 550 mètres plus au sud de la capitale. Voilà, et puis ça, on aura l'occasion de le revoir avec la partie concernant le développement économique de la Mongolie. On en parlera plus en détail. Voilà, exactement. Et donc vous découvrirez dans la ville la place Sungabatar, où fut déclarée l'indépendance de la Mongolie en 1921. Le musée d'histoire naturelle avec ses squelettes de dinosaures du désert de Gobi, le musée des beaux-arts, le monastère bouddhiste tibétain de Ganderkingölnkid et ses temples somptueux décorés d'or. Et oui, il y a aussi le palais d'hiver qui est célèbre pour sa collection d'animaux empaillés. Voilà. Et Oulan-Bator, on peut préciser que c'est un tiers, voire la moitié de la population de la Mongolie en tout. Oui. C'est assez important, c'est même énorme. Et la Mongolie, en tant que telle, en tant que superficie du pays, c'est 3 fois la France. Pour se donner un ordre d'idée. Oui. Exactement. Pour beaucoup moins d'habitants, vous l'aurez compris. Et du coup, les quelques habitants qui ne sont pas nomades ou semi-nomades sont regroupés à Oulan-Bator. À Oulan-Bator, exactement. Et de plus en plus d'habitants arrivent à Oulan-Bator à travers les hivers très rudes où les troupeaux, malheureusement, les animaux ne tiennent pas les hivers et donc ils sont obligés de se sédentariser ou par choix familiaux, en fait, avec des enfants qui veulent abandonner tout simplement une vie de nomade. Donc c'est un pays en vraie évolution.
la Mongolie. Tout à fait. Tout à fait. En vraie évolution. Et on va partir en musique. En musique sur RVVS 96.2 FM, www.rvvs.fr. Et en musique, on vous réserve une musique mongole avec Bad Bayar. Voilà. Tout de suite sur RVVS. Et ça, je pense que vous l'entendrez nulle part ailleurs. RVVS, 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 RVVS. Au Muro, vous écoutez RVVS. Et oui, vous êtes au Muro, vous êtes partout dans le monde à travers le www.rvvs.fr. Vous pouvez nous écouter partout à travers le monde, même en Mongolie. Et vous l'aurez compris, c'est l'émission Reportage VIP sur le thème de la Mongolie dans le cadre des projets tutorés avec l'université de Cergy-Pontoise. Isabella et Sonia sont là pour vous expliquer, pour vous présenter ce pays assez méconnu en France au final. Tout à fait. Alors comme vous l'avez dit juste avant la petite interruption musicale, on va reprendre sur le développement économique de la Mongolie. Donc l'économie mongole est en train de connaître un boom économique absolument incroyable grâce à ses ressources minières et à sa proximité avec la Chine. Et il se pourrait d'ailleurs que le pays connaisse une croissance parmi les plus élevées de la planète. Des études l'ont d'ailleurs comparé au Qatar ou au Kazakhstan. Et le pays pourrait devenir un acteur énergétique incontournable et connaître vraiment un destin comparable à ces deux pays. Et ce, malgré de profondes fragilités structurelles, j'ai entendu dire. Oui, et c'est surtout grâce aux besoins énergétiques de la Chine que la Mongolie a connu cette croissance économique très élevée en 2011, avec une évolution de 17%, ce qui est énorme, en 2012 de 12% et en 2013 de plus de 16%. Donc considérant qu'on est quand même dans une économie de crise depuis 2008, ce sont des chiffres assez positifs et encourageants. Et à noter qu'il est important de préciser que la Mongolie, malgré certaines fragilités, possède l'un des plus grands gisements mondiaux de cuivre et d'or. Oui, un gisement qui est très très peu exploité et c'est justement sa mise en exploitation qui va permettre à la Mongolie de poursuivre cette croissance économique élevée. À lui seul, ce gisement devrait à terme représenter un tiers de la richesse nationale de la Mongolie. En effet, les richesses naturelles de la Mongolie sont très très importantes. Leur valeur a été estimée à près d'1,3 milliard, ce qui est absolument énorme. Et d'ailleurs, c'est cette richesse naturelle de la Mongolie qui a attiré certains des plus grandes puissances mondiales et qui ont permis un afflux massif de ces capitaux étrangers dont la moitié provient de Chine. Voilà, et bien sûr, la Mongolie, du coup, attire certaines grandes puissances étrangères, telles que les États-Unis, la Chine, le Japon, la Russie, l'Allemagne pour l'Europe. Et ce sont justement ces puissances qui, on l'espère, vont permettre à la Mongolie d'exploiter ces immenses gisements d'or, de cuivre, de charbon et d'uranium. Et concernant l'uranium, justement, la Mongolie devrait d'ailleurs posséder dans 10 ans les deuxièmes plus grandes ressources au monde de cet élément. Voilà, et donc pour reprendre un peu ce qu'on disait, c'est l'exploitation de ces richesses naturelles, l'attrait de grandes puissances qui permettront à la Mongolie de vraiment pouvoir développer ses infrastructures et développer l'économie de ce beau pays. Après, cependant, le pays est quand même extrêmement dépendant de la demande minière mondiale. Ouais, c'est vrai que les secteurs agricoles, les services de l'industrie hors minerais sont très peu développés et trop peu intégrés sur les marchés mondiaux, justement. Oui, et puis si le pays devait connaître un problème lié à l'extraction de ses ressources, c'est vrai qu'il se trouverait dans une situation très délicate, puisque en effet, ces réserves ne peuvent couvrir que 3 mois d'exportation, ce qui constitue un niveau particulièrement bas. Et puis bien sûr, ça souligne la sensibilité extrême du pays à tout choc externe. D'ailleurs, le ralentissement économique de la Chine ces dernières années se confirme et ça constitue un risque non négligeable pour le développement évolutif de la Mongolie. Et du coup, les moyens financiers de la Mongolie sont très limités et ne peuvent pas à eux seuls assurer le financement de grands projets tels que les infrastructures. Surtout etc. les infrastructures même. Et c'est d'ailleurs pour ça que la Mongolie tente de nouer des liens avec de grandes entreprises
internationales, allemandes, américaines, japonaises, coréennes. Et le pays a notamment besoin de centrales électriques, du développement de sites industriels et miniers, d'usines, de réservoirs, de logements, de routes, de chemins de fer, de bâtiments publics. Et ce ne sera qu'une fois que tous ces moyens auront été mis en place que la Mongolie pourra vraiment se révéler et se développer à hauteur de ses moyens. Voilà, et ainsi développer une attractivité nouvelle en développement, le tourisme notamment. Auquel on va venir maintenant. Voilà. On a également 2 exemples et je voulais juste souligner que c'est important ce développement économique qu'il soit le plus uniformisé possible dans le meilleur des cas, puisque même à Oulan-Bator, il y en a qui n'ont pas accès à l'eau potable, pas accès à l'électricité. Ça reste un vrai problème de société, ce développement économique, pour qu'il soit le plus sain possible. Beaucoup de personnes qui agissent dans le secteur textile, par exemple, agissent aussi pour que ce développement économique se fasse de façon uniformisée, sinon le pays risque de passer à 2 vitesses. Et chose qui peut créer un climat de tension. Mais Guillaume, juste avant, tu voulais nous parler de la France et la Mongolie. Est-ce que les deux sont liés? Non? Tu me dis non? Tu vois, je suis bien informé. Les deux sont liés, mais je voulais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure, notamment sur la partie géographique, et c'est vrai que c'est très important pour l'aspect économique aussi, puisque effectivement la Mongolie est quand même cernée ou entourée par la Russie et la Chine, qui sont quand même 2 grands pays géographiques, mais aussi de grosses puissances économiques. Et par exemple, les exportations mongoles, c'est 86% qui vont vers la Chine. C'est immense. C'est énorme. Et donc, ça permet à la Chine aussi de faire baisser de 30% les prix des marchés de matières premières par rapport aux tarifs du marché. Donc, c'est assez impressionnant. On joue sur le pouvoir de négociation. Tout à fait, on joue sur le pouvoir de négociation, et c'est pour ça aussi que la Mongolie essaye de trouver des coopérations ailleurs dans le monde, ce qu'ils appellent une troisième alternative, tout à fait. Et donc, elle se tourne de plus en plus vers l'Europe, notamment pour ce qui concerne, on l'a dit tout à l'heure, ces matières premières. Et c'est vrai que ces matières premières, elles attirent la convoitise de nombreux pays européens, des États-Unis et du Canada. Et le secteur minier, il pèse déjà, même si on l'a dit tout à l'heure, les structures ne sont pas forcément énormes, ça pèse déjà 28% du PIB de la Mongolie, et ce qui représente aussi 28% du PIB de l'agriculture aussi en Mongolie. Et le lien avec la France, et puis pour faire le lien aussi avec l'émission de la semaine passée qui était consacrée à l'agroécologie, on va évoquer une filière de cachemire durable entre la France et la Mongolie, et c'est en fait les ministères des Affaires étrangères et de l'Agriculture, ainsi que l'association Agronomes et Vétérinaires sans frontières, qui mettent en œuvre avec des coopératives d'éleveurs mongols un projet qui permettra de lier l'amélioration des pratiques d'élevage nomade à la production d'un cachemire durable dans le désert de Gobi, en Mongolie, alors que l'augmentation des pâturages et des troupeaux crée des déséquilibres naturels, le désert prenant de plus en plus de place sur les steppes. Et en fait, ce projet consistera donc à l'aménagement de points d'eau pour une meilleure répartition des troupeaux et au développement de la filière de cachemire durable. Le tout prolonge les coopérations importantes entre France et Mongolie sur les questions d'élevage, mais aussi de sécurité alimentaire. Et on peut préciser aussi que l'élevage, ça représente 45 millions de têtes de bétail en Mongolie, et ça emploie 35% de la population active. Et je l'ai dit tout à l'heure, ça représente aussi 28% du PIB de la Mongolie, autant que pour l'instant les produits miniers en tout cas. Parallèlement, on peut souligner aussi la présence du mouvement anti-nucléaire en Mongolie. Parce que Areva est présent depuis 1997. Depuis 1997, donc proche de l'après-ère communiste, et avec les gisements d'uranium qui vont se développer pour alimenter tout ce qui est le processus des centrales nucléaires. Donc voilà, ça aussi, donc on peut être fier que le peuple mongol ait quand même un mouvement pacifiste pour pouvoir agir et réaliser un contre-pouvoir par rapport à cela. Est-ce que le secteur textile, lui aussi, sait proposer des alternatives, Jean-Louis ?
Oui, bien moi j'ai fait un petit peu de recherche et tout ce que vous dites, ça se rejoint avec ce que j'ai retrouvé aussi et ce que je suis déjà depuis quelques années parce qu'effectivement la mode et le textile tiennent une importance assez forte, en tout cas en relation avec nos pays occidentaux. Notamment sur Chine Information, on voit par rapport au guide des villes de Chine, on peut retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter d'ailleurs a une forte influence en Mongolie, ils sont assez branchés. On retrouve des informations sur les défilés de mode ethniques qui ont lieu en Mongolie. Et là, on retrouve bien sûr tout ce côté traditionnel qui fait quand même la valeur de ce pays, avec les tissus, la soie, le cachemire, les couleurs éclatantes. On trouve beaucoup de présentations de mode comme celle qu'il y a eu il y a quelques années dans le parc touristique de Svagvan. Bon, pardon, il n'y a pas que moi qui ai des problèmes de prononciation, rassurez-vous, c'est pareil. À Erdos, donc là on retrouve des châles, des turbans noués dans les cheveux, des accessoires. Alors l'or, effectivement, les minerais, hein, on retrouve, ça se décline aussi sur les bijoux. Donc, et puis des touches modernes maintenant, ce sont les Mongoliennes sont les notés comme les plus beaux mannequins au monde, hein, recherchés par des grandes agences de recrutement. On retrouve alors bien sûr dans ces défilés maintenant, à côté de ce qui est costume traditionnel, talons hauts, leggings or et noir, etc. Des vues beaucoup plus... On reste dans la couleur, mais des vues beaucoup plus, je dirais, proches de notre mode actuel. Le commerce, de ce côté-là, c'est surtout le tissu, les bijoux, je vous ai dit. Alors, on retrouve des initiatives intéressantes, comme celle qui a été présentée il y a quelques mois à la télévision. On le retrouve aussi dans les réseaux sociaux. L'expérience d'Ada, qui est un ancien mannequin... enfin, quand je dis ancien, elle est toute jeune, hein, mais c'est vraiment repris, jouant de la popularité qu'elle avait et puis également de ses connaissances. Elle a monté de petites structures qui font vivre des structures de production, qui font travailler le fil de soie, le cachemire, et puis les coupons, hein, en fait. Hein. Donc ce sont des produits éthiques qui sont repris par des grandes marques. Et toutes ces bases-là font vivre du monde. C'est un petit peu le commerce éthique qu'on met en valeur aussi dans des salons comme Mouzenex à Paris chaque année. Et on a vu d'ailleurs en France les mannequins, mais aussi les tissus, les expositions photos, très belles photos qu'on a vues sur la Mongolie et sur toute cette population qu'on connaît mal en fait. Et on retrouve tout cela très souvent maintenant. Il y a beaucoup d'échanges qui se font. Alors les échanges, le côté, je dirais, du monde du luxe impitoyable, on peut le retracer aussi dans le livre de Jean-Christophe Granger, Ligne noire, qui retrace d'une façon romancée mais intrigante la liaison qu'avait le mannequin Charibou, Atlantaya, qui est décédée à 28 ans et on suppose qu'elle a été exécutée par le pouvoir parce qu'elle en connaissait trop sur notamment les échanges. Il y avait eu des indiscrétions sur les échanges internationaux et il se peut que la France même soit mêlée à cette affaire, enfin des industries françaises. C'est ce qu'il cite un petit peu dans son livre. Voilà, donc intrigue, c'est vrai que là le côté pervers du luxe peut amener aussi à des moments tragiques. En tout cas, sur RVVS 96.2 FM, www.rvvs.fr, et dans l'émission Reportage VIP à la découverte de la Mongolie, on va partir en musique avec Mongol Noutag de Mungtur. Voilà aussi l'un des bienfaits de la Mongolie, c'est ses musiques, c'est également le développement vers d'autres cultures et d'autres embellies beaucoup plus jolies et en phase avec l'environnement, parfois, quand on se retrouve avec des peuples nomades. Et la musique, c'est aussi nous transmettre cela sur RVVS. Dans l'Ouest parisien, vous écoutez RVVS. Et oui, c'est l'émission Reportage VIP à la découverte de la Mongolie dans le cadre des projets tutorés avec l'Université de Cergy-Pontoise. Nous sommes avec
Isabella et Sonia pour présenter la Mongolie. Et nous sommes avec Marine au téléphone. Bonjour. Bonjour Florent. Vous êtes allé en Mongolie, notamment. Oui. Alors, oui. C'était quand? La première fois, j'y suis allée en 2000. Et qu'est-ce que vous retenez de ce séjour en Mongolie? Ou ces séjours? Alors, c'est un voyage extrêmement dépaysant. Et ça fait du bien. Et vous y êtes allé comment? Alors, on est arrivé à Pékin, parce qu'on n'avait plus de vol direct pour arriver à Ulaanbaatar, et on a pris le transsibérien de Pékin à Ulaanbaatar en train. Donc, on est arrivé en train la première fois, ce que je conseille à beaucoup de voyageurs, car c'est une introduction lente et lente. C'est pas brutal comme dépaysement, c'est tout doucement, on rentre dans la Mongolie et on traverse le désert de Gobi et on arrive à Ulaanbaatar. Et on met combien de temps en utilisant le transsibérien? Alors, Pékin-Ulaanbaatar, c'est 36 heures. En 36 heures, et donc ça permet en plus de nouer contact avec la population locale? Alors, oui, c'est déjà dans le train, enfin à l'époque, ça a pu changer depuis. Le train déjà en lui-même était, un dépaysement. Ça n'a rien à voir avec les trains européens et français, avec le TGV par exemple. On avait le restaurant, on avait un samovar dans chaque compartiment et une personne dédiée à chaque compartiment. Après le restaurant, on avait donc de la nourriture locale faite dans le train. Il y avait la cuisine au feu de bois avec les bûches de bois qui étaient là, les pommes de terre qui trempaient dans une bassine d'eau, enfin quelque chose qu'on ne connaît plus du tout en France. Un côté simple aussi, qui fait du bien. Oui. Oui, et je dirais, on vit au jour le jour, on vit le moment présent. Comme c'est un pays qui a un climat très très rude, les Mongols s'enquiquinent pas de savoir ce qui se passera demain. Ils vivent vraiment le jour présent, l'instant présent. Et l'arrivée à Ulaanbaatar, comment s'est-elle déroulée? C'était bien parce que moi je suis mariée à un Mongol et j'avais ma belle famille qui m'attendait. Mon beau-père qui était ingénieur à la SNCF s'était mis avec son uniforme de la SNCF. Ma belle-mère était en DEL traditionnelle. Voilà, donc c'était la Mongolie. Puis ensuite, Ulaanbaatar, il y a aussi le quartier des yourtes qui se développe de plus en plus. Alors le quartier des yourtes, oui, qui se développe de plus en plus, oui, les nomades qui ont subi des hivers rudes avec la mort de leur bétail arrivent à Ulaanbaatar et s'installent dans les alentours. Donc on appelle ça les quartiers de yourtes. J'y suis allée, j'ai été accueillie par des Mongols dans les quartiers de yourtes et c'était, moi j'ai trouvé ça super, parce que encore des paysans pour une européenne. C'était très très bien, avec les toilettes dehors, enfin voilà. Pour moi qui suis en vacances, j'ai trouvé ça bien. Après, je ne peux pas dire, je ne sais pas si ça peut être vécu très très longtemps. Voilà, je ne peux pas vous dire après. Et il y avait des chevaux également dans les rues de mémoire. Oui, en 2000, oui. En 2000, oui. Maintenant, vous n'en trouvez plus. Il n'y en a plus à Ulaanbaatar. Les chevaux ont été remplacés par des voitures, d'où les embouteillages monstres qui sont, je dirais, identiques à ceux de Paris. La ville n'a pas été construite pour les voitures et pour faire 500 mètres, on met 4 heures, donc c'est épouvantable. Mais en 2000, il y avait encore des personnes à cheval, oui, dans la capitale. C'est fini maintenant. Et du coup, est-ce que votre voyage s'est concentré sur Ulaanbaatar ou est-ce que vous avez pu également... Non. Ulaanbaatar, j'y suis restée parce que j'ai ma belle famille qui y habite. Mais on est parti... D'ailleurs, il y a des choses incroyables à voir encore dans la capitale. Mais sinon, évidemment qu'il faut sortir, il faut aller dans la steppe. Et là, c'est...
c'est là où le dépaysement est total. Hein. Moi, j'appelle ça une claque dans la figure parce que c'est une vie qu'on n'imagine même pas. Enfin, moi, je n'imaginais même pas en 2000. Et du coup, vous avez pu participer à la vie un peu des nomades sur place dans les steppes ou... Non, pas trop. Je suis pas restée, mais je suis pas restée. On était en voyage, donc on s'arrêtait pour acheter à manger, acheter du hérag, mais non, on n'a pas. J'ai pas vécu avec les nomades à part entière pour traire les vaches, etc. J'ai pas fait ça. Et le côté touristique aussi, puisque c'est un pays qui est, en tout cas, qui accueille beaucoup moins de touristes que d'autres. Est-ce que c'est quelque chose de particulier pour vous, cet aspect-là, avec la relation avec la population? Alors, il y a des circuits, il y a la Mongolie est à la mode, peut-être un peu moins maintenant, je ne sais pas. Il y a des circuits, le tourisme, hein, comme dans tous les pays qui se développent, a été le premier secteur qui s'est développé. Il y a beaucoup d'étrangers qui partent en Mongolie. D'ailleurs, si vous passez par des agences, les circuits, vous allez rencontrer énormément d'Européens, enfin d'Occidentaux. Vous avez beaucoup de gens aussi qui partent comme ça, avec le sac à dos. Donc non, le tourisme est très important, d'autant plus qu'il y a une médiatisation au niveau de la télé qui est importante. Je dirais que oui, le tourisme est important. Maintenant, je ne sais pas s'il sera d'autant plus important depuis l'été 2014. Les Français n'ont plus besoin de visa pour aller en Mongolie. Donc, est-ce que ça est une décision qui est faite pour augmenter le tourisme ou le baisser? Je ne peux pas vous dire. Là, je ne sais pas trop. Mais il n'y a plus de besoin de visa. Donc, théoriquement, c'est pour faire croître l'arrivée des touristes. Et comment s'est passé pour vous l'après-voyage avec du recul? Quel a été pour vous l'apport sur cette expérience? Alors, moi, ça m'a fait un bien fou. Hein. Ça m'a fait, je dirais, ça remet un peu les pendules à l'heure. Leur façon de vivre est complètement différente. Donc, dans l'instant présent, il y a des choses sur lesquelles on s'attache plus trop quand on revient à Paris. C'est un peuple qui est tout le temps en train de rire, de chanter, même s'il y a des coups graves, des choses qui font mal, c'est pas grave, ça fait partie de la vie et on continue et on chante et on rit, on mange, voilà. Donc c'est vrai qu'on n'est plus comme ça en France et l'hospitalité non plus n'a pas la même importance en Europe qu'en Mongolie. Je pense que du fait du climat qui est rude, on accueille facilement l'étranger, hein, je parle pas forcément l'étranger par rapport à la nationalité, mais la personne qui arrive à côté de la yourte est ouverte, il n'y a pas de problème, il y a toujours à manger et je dirais que nous, on ne connaît plus trop ce genre de choses. Donc ça, je pense que ça fait relativiser, mais peut-être que cet aspect de la vie mongole ne se vit pas forcément dans les circuits que beaucoup de touristes prennent, mais se vit évidemment avec quand on est avec les gens, quand on voyage en dehors des circuits, des sentiers battus. Et moi, du coup, j'aimerais revenir sur l'aspect touristique que vous avez abordé précédemment. Avec votre expérience de la Mongolie, quels seraient les conseils que vous donneriez à quelqu'un qui a envie de visiter la Mongolie, un occidental qui a envie de visiter le pays? Après, ça c'est difficile de répondre. C'est une question à laquelle j'ai un peu de mal à répondre parce qu'après ça dépend des façons de voyager des personnes. Je ne peux pas dire à quelqu'un qui achète du circuit touristique Moi, je voyage pas comme ça avec le circuit touristique, donc pour moi, c'est de partir et de partir à l'aventure, entre guillemets.
c'est de sortir de... Même à Oulan-Bator, il y a plein de choses, je suis persuadée. Moi, je connais des coins d'Oulan-Bator. J'ai vécu des choses à Oulan-Bator qu'il n'y a pas beaucoup d'Occidentaux qui ont vécu ce genre de choses. Mais ça, je l'ai vécu parce que j'étais avec des Mongols. Je pense que le mieux pour connaître un pays et voyager, c'est de se rapprocher de la population. Est-ce qu'il y a eu des découvertes alimentaires également? Parce qu'il y a des... Ah oui, le lait de jument fermenté, bien sûr. Et puis, il n'y a pas que ça. Le lait de vache n'a pas le même goût. Quand vous sortez dans la steppe a une odeur. L'herbe a une odeur très prononcée. La queue de mouton aussi. Ici, en Europe, on coupe la queue de mouton. Là-bas, elle reste à l'état naturel. Donc, c'est du gras, mais qui est extrêmement bon, qui est très fin, qui fond dans la bouche. Le fromage est très très prononcé, donc je suis persuadée qu'il y a plein d'Occidentaux qui n'aiment pas. Par contre, c'est une nourriture qui est basée sur beaucoup de viande et de gras, de pâtes. Donc c'est plutôt une nourriture de survie qu'autre chose. Donc je pense que là, il y a beaucoup de touristes qui peuvent avoir du mal. Et quel est le rôle de la musique dans la vie mongole? Ah, ils aiment bien la musique. Hein. Il y a des musiciens partout. C'est comme, je dirais, ils se racontent des histoires quand ils se retrouvent. Enfin, il n'y a pas trop... Enfin, maintenant, dans les villes, évidemment, il y a la télé, mais les nomades n'ont pas forcément la télé. Donc, c'est un lien. La musique, les histoires, les chants. Voilà, c'est... je ne sais pas quoi vous dire de plus. La musique, c'est un ciment. Et c'est un art traditionnel? Oui, tout à fait, oui. Avec la vielle, le morin-rour, qui est l'instrument à tête de cheval, qui est à 2 cordes, oui. J'ai mon mari qui est à côté, qui m'aide. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous avez d'autres instruments. Vous avez un orchestre national à Oulan-Bator qu'il faut voir, au théâtre national qu'il faut voir quand on se déplace. C'est très intéressant. Ils font de la belle musique. Et en général, la musique mongole, si vous l'écoutez, elle reprend souvent, très très souvent, la course du cheval, le galop, de façon douce, et après le cheval part au galop, donc la musique part un peu plus, au trot, je veux dire, il accélère, et au bout d'un moment, quand on écoute bien, on entend le galop du cheval. C'est calqué vraiment sur le cheval. Et le chant diphonique également, qui est assez impressionnant à écouter. Le chant diphonique, oui, c'est quelque chose d'incroyable. Ça, c'est vraiment une spécialité de chez eux. Hein. Bon, après, avec des différences, mais même les chants longs que font les femmes, sans respirer, elles peuvent rester en voix, je ne sais pas sur combien de minutes, mais c'est incroyable ça, ouais. Merci Marine pour cette interview, ce témoignage sur la Mongolie, cet aspect de la Mongolie que vous nous avez fait partager sur RVVS 96.2 FM. Oui. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir parler d'ailleurs, de rappeler la simplicité des gens, chose qu'on a quelquefois perdue en Europe. Oui, tout à fait. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Et on va continuer avec le tourisme, Isabella et Sonia, pour le tourisme en Mongolie. Alors, il y a les circuits classiques et, comme on l'a pu le découvrir, il y a aussi y aller et se dire on va éviter de prendre un tour opérateur et on va découvrir la population locale et découvrir là où il n'y a pas forcément encore les gros acteurs du tourisme qui sont là. C'est agréable ça aussi. Oui, voilà, donc c'est vrai que le témoignage de Marie a globalement bien résumé le tourisme en Mongolie. À côté de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que le développement du tourisme est un enjeu majeur pour la Mongolie, qui s'ouvre principalement à un tourisme d'aventure, du fait de son manque d'infrastructures. Même si la situation s'améliore d'année en année, les vols internationaux, par exemple, sont
assez peu nombreux. Le réseau routier est constitué quasi exclusivement de pistes abîmées, si je puis dire défoncées. Les transports collectifs locaux sont lents, inconfortables, peu fiables. Il y a des hôtels de bon niveau de confort, par contre, dans la capitale, justement, mais très aléatoires en dehors. Oui, puis il faut aussi considérer le climat très continental de la Mongolie, qui forcément représente un handicap, puisque ça ne permet pas au pays de développer son tourisme sur une saison pleine. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que la fréquentation touristique reste en augmentation, et ceci surtout en période de juillet-août et autour du Nadam. Donc le Nadam, je vous expliquerai plus tard ce que c'est. Elle reste suffisamment faible, donc il y a moins de 200 000 touristes par an par rapport à l'étendue du pays pour avoir eu un impact significatif. Néanmoins, elle devrait augmenter dans les années à venir. Du coup, c'est vrai que la meilleure période pour voyager en Mongolie, c'est entre mai et début octobre. Voilà, exactement. Mais par contre, si vous supportez le froid, Ulaanbaatar peut se visiter à tout moment de l'année. C'est au début du mois de juillet que le temps est plus favorable dans la partie du nord du pays. Et c'est aussi à l'époque du Nadam où les transports sont bondés, les hôtels risquent d'être affichés complets dans la capitale. En juin et septembre, ce sont des mois agréables et peu fréquentés, donc ça peut être une bonne période pour visiter le pays. Pour visiter le désert du Gobi, sans trop souffrir de la canicule, par contre, il est préférable d'attendre plutôt septembre ou octobre. Puis sachez qu'entre la mi-octobre et la mi-mai, le gel et les tempêtes de neige peuvent soudainement bloquer le trafic aérien. Donc c'est plutôt embêtant et également du coup bloquer le réseau routier et immobiliser le pays. Voilà, donc, c'est exactement. aussi un frein au tourisme. Exactement. En ce qui concerne les formalités d'entrée, donc comme a pu nous en parler un peu Marie lors de son témoignage, le visa d'entrée et de sortie sont obligatoires pour toutes les nationalités. Par contre, ils s'obtiennent sans problème dans les ambassades et consuls mongols à l'étranger si votre séjour n'excède pas 30 jours. Au niveau du logement, les réservations d'hôtels sont possibles, donc surtout dans la capitale, pardon. On peut aussi faire du camping, faire du ger-boudal, donc en fait c'est des hôtels yourtes. Il y a aussi les traditionnels yourtes, les pensions ou même les locations d'appartements possibles dans la capitale à Ulaanbaatar. Alors, je vais vous parler maintenant un peu des incontournables en Mongolie. Donc, alors, d'après toi Isabella, quels sont les endroits incontournables ? Enfin, pour toi, quel est l'endroit incontournable ou l'activité à faire si tu prévois de partir en Mongolie ? Alors, selon moi, de toutes les expériences qui peuvent être vécues en Mongolie, la plus marquante serait la découverte des yourtes. Parce que de l'extérieur, elles ressemblent à de simples tentes. Mais c'est vrai qu'une fois la porte franchie, la quantité de meubles est impressionnante. Elles sont dotées d'équipements modernes qu'une famille de nomades qu'une famille de nomades dispose. Et c'est vrai que c'est le contraste entre les deux est selon moi très intéressant. Et comme le disait tout à l'heure au téléphone Marine, c'est vrai que ça permet vraiment une immersion complète dans les traditions mongoles. Et selon moi, c'est vraiment un élément incontournable du tourisme. Exactement, je suis d'accord avec toi. Donc les yourtes, c'est vraiment quelque chose à voir ou même à y séjourner si possible. C'est vraiment une bonne expérience. Donc à côté de ça, ce qui est incontournable aussi en Mongolie, c'est le désert de Gobi. Donc il faut absolument voir ça si on se rend là-bas. Donc on peut s'y déplacer à dos de chameau. Y découvrir des fossiles de dinosaures, etc. Mais aussi et surtout, on s'extasie devant les magnifiques Kongorines, Els. Donc en fait, ce sont les immenses dunes de sable qui se font appeler comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose de magnifique à voir. Il y a aussi un site naturel à ne pas manquer en Mongolie qui s'appelle le Koksgol Noor.
qui comporte un lac de 136 km de longueur à l'extrême sud de la Sibérie. Donc, ce site naturel pour les Mongols, c'est un lieu profondément spirituel. Mais par contre, pour les étrangers, c'est plutôt un site permettant plusieurs activités, notamment l'équitation, la pêche, le kayak. Et on peut faire vraiment un tas d'activités là-bas. D'ailleurs, en ce qui concerne les activités, ce qui peut être pas mal là-bas, c'est l'équitation. C'est vrai que le cheval, c'est vraiment incontournable en Mongolie et les Mongols parcourent toujours d'ailleurs le pays à dos de cheval, bon peut-être un peu moins donc au niveau de la capitale, mais sinon c'est vraiment à faire là-bas. Donc des randonnées en cheval, ça peut être pas mal. Mais aussi les randonnées à pied, donc avec ces pics et ces vallées paisibles, des champs de fleurs sauvages. La campagne mongole mérite d'être explorée à pied vraiment. La randonnée est une activité récente en Mongolie, mais si vous êtes débrouillard, vous devriez vous en sortir et c'est vraiment à faire. Alors sinon, vous avez aussi une activité là-bas qui s'appelle la chasse à l'aigle, qui est le sport un peu traditionnel que pratiquent les nomades d'Asie centrale. Donc vous pouvez faire connaissance avec les chasseurs Kazas, qui capturent et dressent ces oiseaux majestueux. Et le moment le plus propice est début octobre, puisqu'il y a la fête de l'aigle, qui est assez haute en couleurs, festive, et qui se trouve dans la ville d'Olgi. Voilà, exactement. Et en parlant de tradition, j'ai entendu parler d'une fête traditionnelle qui est très chère aux Mongols et qui, paraît-il, est à ne pas manquer lorsqu'on se rend en Mongolie. Tout à fait, Isabella. Donc, il s'agit du Naadam, donc comme j'ai pu le citer précédemment. Donc, en fait, ça consiste en 2 ou 3 jours de combats acharnés, de courses de chevaux magnifiques et de concours d'archers éblouissants. Donc, je pense vraiment que ça vaut la peine d'être vu. Et que ça peut être une superbe expérience. Alors, sinon, il y a aussi, bien entendu, la capitale, Ulaanbaatar, à visiter. Donc, la Mongolie est vraiment connue pour avoir la densité de population la plus faible du monde. Et vous aurez du mal à le croire si vous ne visitiez pas la capitale. Outre sa vie nocturne enivrante, ses cafés chics, la ville offre aussi des espaces de quiétude. Et bien sûr, si vous passez par la capitale, vous ne pouvez pas manquer d'emprunter son moyen de transport le plus utilisé. Le transmongolien. Voilà, le transmongolien. C'est vraiment leur mode de transport en commun là-bas. Voilà, il est non seulement peu coûteux, mais aussi c'est une façon formidable de découvrir le pays. Enfin, il y a 2 choses dont je ne pourrais pas me passer personnellement si je vais en Mongolie. Donc c'est bien entendu la cuisine mongole, car moi personnellement je suis très gourmande, donc j'adore la cuisine. La cuisine du monde, la cuisine exotique. Donc d'après ce que j'ai pu comprendre et d'après le témoignage de Marie aussi, donc les plats traditionnels là-bas sont à base de viande surtout, donc en particulier la viande de mouton. Les plats sont aussi faits à partir de farine, de produits laitiers aussi pas mal, le lait caillé, séché ou le fromage. Et c'est sous une yourte à la campagne que vous goûterez aux spécialités les plus typiques. Donc ça c'est quelque chose aussi vraiment à faire si vous visitez la Mongolie. Et enfin, il y a la visite des monastères, donc de nombreux monastères bouddhiques. Bouddhiste, notamment. Parce qu'en fait, je lisais le nom. Donc en mongol, on dit Kid. Donc, ce sont vraiment des lieux de pèlerinage. Les monastères sont aussi les rares vestiges que l'on peut voir en Mongolie et renferment souvent de précieuses icônes bouddhistes, des sutras et des peintures raffinées. Tout ça. Ça donne vraiment envie d'aller en Mongolie. On rappelle la simplicité des gens et l'accueil, l'hospitalité, chose que l'on perd dans tout pays développé en fait, dans tout pays du Nord,
où l'hospitalité est beaucoup plus difficile. On s'en aperçoit quand on navigue entre les continents, quand on navigue entre les pays, que quelquefois la simplicité, il y a rien de mieux au monde. Le travail sur la Mongolie, qu'est-ce que vous avez appris? Est-ce que vous en ressortez enrichi de quelque chose à travers ce regard sur un pays qu'on connaît pas tellement au final? C'est vrai que moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, aussi bien d'un point de vue touristique pour mes études que d'un point de vue commercial pour celle de Sonia, Exactement. on a vraiment découvert un nouvel aspect du pays. Donc voilà, un pays qui justement est en voie de développement dans les deux secteurs, d'un point de vue économique et d'un point de vue touristique. Et je pense que il a l'avenir devant lui. Et pas si simple au final, parce que la Mongolie est très méconnue en fait. On ne connaît pas beaucoup ce pays. D'où le bel intérêt de cette émission. On va passer aux remerciements aussi. On avait dit les remerciements, saluer l'université de Cergy-Pontoise aussi. Oui, on remercie Monsieur Rollin, notre Alias Boubiche. Donc notre tuteur sur ce projet tutoré de radio. Nous remercions aussi Florent Benoît pour nous avoir accueillis dans son émission RVVS. On salue nos professeurs, Monsieur Monroe et Madame Staub, ainsi que nos camarades en projet tutoré de radio, Sarah et Théo. Voilà. Et toute l'équipe qui est ici. Et toute l'équipe radio, bien sûr. Et sur RVVS, vous allez écouter à partir de 14h Route des femmes. Guillaume, une émission de semaine, puisqu'on on ne cloisonne pas le week-end et la semaine sur RVVS. Tout à fait, donc le vendredi à partir de 18h, vous pouvez écouter 100% musique, une émission présentée par Romain. Très belle émission que vous pouvez écouter. Que vous devez même, sur www.rvvs.fr. Et Wes, une émission que l'on retrouve sur la web radio de Reportage VIP, parce qu'il y en a tellement. Oui, pour la web radio de VIP Radio Online, vous pouvez écouter ce soir la chronique de Muriel à partir de 21h, qui peut-être va nous parler du burn-out. Et tout de suite, ne tombez pas en burn-out, rappelons-le, c'est la Saint-Valentin, il y aura une émission thématique sur AVS pour la Saint-Valentin et musicale. Et tout de suite, Route des femmes. Allez, ciao, bye bye, à la semaine prochaine. Et merci tout particulièrement à Isabella, à Sonia pour cette belle découverte de la Mongolie. Et Marine que l'on salue, puisque avoir des témoignages sur la Mongolie, ça permet d'avoir vraiment un témoignage sincère et particulier de quelqu'un qui est allé en Mongolie et qui a fierté d'en parler au final. Allez, ciao bye bye et à la semaine prochaine. Bonne semaine.